Votre existence est un énorme coup de bol cosmique, si on y pense. Votre père a émis un ordre de grandeur de 100 millions de spermatozoïdes, et vous avez été celui qui a réussi à entrer dans l'ovule. Une chance sur 100 millions. Mais aussi, ce spermatozoïde, avec sa conformation génétique si particulière, a eu l'incroyable hasard de tomber en face de l'ovule si unique dont l'ADN vous caractérise, à l'occasion de l'une des milliers de fois où votre père et votre mère ont eu des relations sexuelles au cours de leur vie respective. Une chance sur 100 millions, fois quelques milliers encore. Ce coup de poker unique a eu lieu à chaque génération qui vous sépare des origines de la vie, avec les millions et les millions d'ancêtres qui ont vécu avant vous. Tel ancêtre qui a gagné une parade nuptiale face à ses compétiteurs, tel autre qui est resté dans son terrier au bon moment, on peut imaginer en fait une chaîne d'événements incroyables qui a créé vous. Et si on fait le calcul de la probabilité de votre existence, la conclusion est évidente, vous n'êtes rien de moins qu'un miracle. Au-delà de la réalisation pseudo-profonde un peu facile, il y a quand même une question scientifique importante, que l'on a abordée dans l'épisode précédent. La vie telle qu'on la connaît est-elle un coup de chance ? Comme toutes les autres sciences historiques, la biologie évolutive se pose une question fondamentale. Est-ce que son histoire est répétable, et donc est-ce qu'il serait possible d'en prédire la suite ? Ou est-ce que tout n'est qu'une suite d'événements aléatoires qui s'enchaînent les uns après les autres ? En d'autres termes, sur une Terre parallèle, en tout point identique à la nôtre, aurait-on une biosphère comparable ? Des humains, des okapis, des diplozoones et des bactéries cubiques. Dans l'épisode précédent, que je vous conseille de regarder si ce n'est pas déjà fait, on a vu que de nombreux traits biologiques sont apparus plusieurs fois au cours de l'évolution. Les squelettes minéralisés, le sang chaud, les cycles de vie complexes, l'injection de venin, l'intelligence, l'alimentation en filtrant l'eau, l'herbivorie et ainsi de suite. Mais d'autres traits ne sont a priori apparus qu'une fois, et ils ont changé toute la suite de l'histoire. Il y a environ 66 millions d'années, un astéroïde percute la surface de la planète dans ce qui est l'actuel Mexique, et oblitère la vie sur des milliers de kilomètres à la ronde. Les effets de cet impact méritent bien un épisode à part entière. Que ce soit les tsunamis géants qui ont charrié des cadavres jusque dans les plaines d'Amérique du Nord, la pluie de billes de verre en fusion qui a provoqué des incendies partout sur la planète, ou les éruptions volcaniques à répétition qui ont été provoquées par la secousse sismique, mais ce qui nous intéresse ici, c'est plutôt le fait que cette catastrophe marque la fin des dinosaures, sauf les oiseaux, et du coup libère des niches écologiques pour les mammifères. En particulier, elle leur permet de devenir diurnes. Plus qu'un nouvel habitat, ces mammifères colonisent les journées. Sans ce cataclysme, et la crise d'extinction qui a suivi, pas d'ours polaire ou de tamarin lion, or la probabilité d'un impact comme celui-ci est très très faible. Un vrai miracle pour nous. Pour les vélociraptors, un peu moins. Mais mieux encore, on sait aujourd'hui que l'hiver planétaire, provoqué par la poussière et les aérosols d'acide sulfurique qui ont été projetés dans l'atmosphère, n'a pu arriver que grâce à des conditions bien précises. S'il n'y avait pas eu des sédiments riches en hydrocarbures et en soufre dans la zone d'impact, il n'y aurait pas eu cet hiver responsable de l'extinction de masse. Or, ce type de sédiments ne se retrouve que sur 13% de la surface du globe, dont le Mexique. Vraiment pas de bol les dinosaures. Dans la liste des heureux accidents qui ont permis notre existence, on pourrait également évoquer les événements d'aridification d'Afrique, qui ont transformé les forêts en savanes, ce qui a contribué à l'émergence de la bipédie, ou évidemment toutes les extinctions majeures qui ont rebattu les cartes des espèces. Et peut-être que d'autres événements plus mineurs ont aussi contribué à notre apparition. Une série de sécheresses particulièrement intenses, ou un cyclone peuvent conclure la destinée d'une espèce déjà en mauvaise posture, et peut-être qu'à certains moments de leur histoire, nos ancêtres s'en sont sortis d'un cheveu. Mais ce genre de discussion est un peu hors sujet. On pourra toujours se demander si un voyageur temporel pourrait changer le monde en déplaçant une branche, mais ce qui nous intéresse ici est de savoir si l'évolution fait apparaître les choses une seule fois, ou si elles se répètent. Par exemple, l'astéroïde, tout aussi improbable soit-il, n'a pas vraiment fait apparaître de nouvelles cartes, il en a fait disparaître quelques-unes, tout en laissant un peu plus de place à d'autres. Alors qu'à côté, certains traits ne sont apparus qu'à une seule occasion, et ont tout changé par la suite. Prenons les choses dans l'ordre. Le code génétique, c'est un peu l'alphabet du vivant, et il semble n'être apparu qu'une seule fois. Je m'explique. Même si vous êtes une des structures les plus complexes de tout l'univers visible, vous n'êtes que le fruit d'un codage assez simple. Votre ADN ne possède que 4 lettres, 4 bases nucléiques différentes. A, T, C, G. C'est avec ces 4 éléments que presque la totalité du vivant est construit. Les brosses rotatives des rotifères, les yeux des coquilles Saint-Jacques, des forêts d'Amazonie, ou les doigts de ce mec champion de fingerboard. Pour passer de l'information stockée sur le long cristal qu'est l'ADN à tout ça, le vivant a trouvé un codage efficace. Ces 4 lettres peuvent former seulement des mots de 3 lettres, appelés des codons,
qui se traduisent chacun en un des quelques 20 acides aminés, les briques élémentaires de toutes les protéines connues. Avec 4 lettres différentes, on peut faire 64 conformations de codons au total, et il existe une sorte de tableau de correspondance, un dictionnaire génétique qui relie chacune de ces suites particulières de 3 lettres à une instruction. Ici, rajouter tel acide aminé, là, arrêter la traduction. C'est ça, le code génétique. C'est ce langage, ce tableau. Mais ce qui est fou, c'est que ce code génétique de 64 codons, qui donne 20 acides aminés, est étrangement le même pour presque tous les organismes vivants. Il y a bien sûr quelques petites variantes, sinon ce serait pas de la biologie. Cependant, d'un point de vue mathématique, cette universalité est absurde. Il existe 1,5 par 10 puissance 84 possibilités de coder 21 éléments d'information par 64 codons. Alors, pourquoi celle-ci, et uniquement celle-ci, a-t-elle été choisie par la nature? Dans une telle situation, le scénario le plus parcimonieux est que, ce trait n'est apparu qu'une fois, chez l'ancêtre de tous les organismes qu'il possède. Et le code génétique serait donc un événement unique, sans lequel tout serait complètement différent. Mais pourquoi d'autres codes n'ont-ils pas émergé avec le temps? On sait pas exactement, mais une anecdote linguistique peut nous aider à y voir plus clair. Avant la colonisation européenne de l'Amérique du Nord, les différentes tribus natives commerçaient et échangeaient grâce à une langue des signes qui était parlée sur tout le continent. On en retrouve encore quelques exemples filmés, et c'est assez incroyable. Sur la route de la soie, c'était une langue iranienne nommée le sogdien qui était utilisée comme langue véhiculaire entre les marchands de tous les pays. Pendant la Renaissance, les marchands et pêcheurs méditerranéens discutaient dans un mélange de plusieurs langues, nommée la lingua franca, et aujourd'hui encore, on utilise l'anglais comme façon de se comprendre un peu partout dans le monde. Ces lingua franca auraient eu leur équivalent biologique, le code génétique que nous avons aujourd'hui. Voilà en gros le scénario. Il y a fort longtemps, dans un royaume fort lointain, vivaient uniquement des archées et des bactéries qui gargouillaient dans des flaques et bloubloutaient dans des étangs. Ces différents organismes discutaient ensemble en s'envoyant des bouts d'ADN, ce qu'on appelle les transferts horizontaux de gènes. Mais pour discuter, il faut une langue commune. Les archées et les bactéries qui s'envoyaient des textos par transfert de gènes se seraient donc mis d'accord sur un code génétique unique, ou plutôt, ce code aurait été fortement sélectionné et toute variation aurait disparu faute de ne pas pouvoir profiter des gènes des autres. Une langue véhiculaire à la base de nos vies qui date de plus de 3,5 milliards d'années et qui semble n'être apparue qu'une fois. Tout part d'une observation scientifique qui a fait couler de l'encre pendant plus d'un siècle. Tous les êtres vivants complexes de cette planète, comme nous, les champignons et le pothos de mon décor, nous partageons un point commun. Les cellules sont compartimentées avec un noyau et de nombreux petits organes à l'intérieur. Nous sommes des eucaryotes avec un noyau. Ce qui est étonnant, c'est qu'après une analyse des relations de parenté, il s'avère que tous ces êtres vivants eucaryotes descendent du même ancêtre. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que tous les autres êtres vivants qui ne descendent pas de cet arrière-arrière-grand-parent, donc les prokaryotes, ils ont bien réussi à grossir ou à faire des colonies, mais tout ça n'est jamais allé plus loin que des formes très simples. Bref, tout se passe comme si l'invention de la complexité avait eu lieu une seule fois. Voici une petite histoire pour essayer d'expliquer pourquoi. Il y a fort longtemps, dans un royaume fort lointain, existait une mer chaude et peu profonde, ou une embouchure de rivière, ou un lac, ou une flaque sur un trottoir du Précambrien, on s'en bat les couilles. Bref, le principal, c'est que des petits sacs vivants y barbotaient allègrement depuis des générations et des générations, en vaquant à leurs occupations. Principalement manger et sexer toute la journée, parce que la vie était belle il y a quelques milliards d'années. Un jour, 2 de ces minuscules bestioles ancestrales se rencontrèrent. Leur conversation était limitée, mais elles s'accordèrent sur un point, elles voulaient se connaître mieux, passer leur dimanche ensemble, se réveiller avec l'haleine de renard de l'autre, même si le renard n'existait pas encore, et finir leur courte vie côte à côte. C'est ainsi que l'une des 2 cellules plongea dans l'autre. 1 milliard d'années passent, et 1 milliard d'années encore, puis quelques centaines de millions d'années, et enfin une petite dizaine pour faire le compte. Et nous voilà, d'un côté à l'autre de l'écran, descendant de ces arrière grands-parents. Ce que je viens de décrire sous la forme d'une métaphore infantilisante qui ne grandit personne, c'est le processus d'endosymbiose. Parmi les petits organes au cœur des cellules eucaryotes, les mitochondries sont ceux qui produisent de l'énergie sous une forme exploitable par la cellule. Et on sait aujourd'hui que ces mitochondries étaient autrefois des bactéries libres, qui ont plongé dans un autre organisme, une archée, et que ce plongeon primordial, il y a 2 milliards d'années, a donné une chimère, notre ancêtre eucaryote. Il reste toujours un travail important à fournir pour découvrir les détails précis de comment cette symbiose s'est mise en place, mais autant qu'on sache, elle n'a eu lieu qu'une fois. Autrement dit, si on retournait dans le passé avec un microscope, on pourrait sans doute revoir le moment exact où ça a eu lieu. Voilà l'un des scénarios. Une archée, qui utilise le dioxyde de carbone comme source d'énergie, absorbe une bactérie qui produit du dioxyde de carbone. Cette symbiose d'un prokaryote dans un autre, dont on observe d'ailleurs des analogues dans le tube digestif de petits insectes, voilà, anecdote gratos, comme ça, et cette symbiose offre une quantité d'énergie formidable à la cellule.
L'un des problèmes principaux des bactéries est que leur production d'énergie se fait au niveau de la membrane. Pour avoir plus d'énergie, il faut donc plus de membrane, et donc augmenter la taille, sauf qu'augmenter la taille fait aussi augmenter le volume, ce qui veut dire plus de protéines à produire, ce qui coûte de l'énergie. Comme le volume d'une bactérie, donc son coût énergétique, s'exprime en fonction de cube de son diamètre, et que la surface pour produire l'énergie s'exprime en fonction du carré du diamètre, l'augmentation de la taille devient très rapidement un problème énergétique. Le volume devient rapidement plus gros que la membrane. L'arrivée d'une bactérie dévolue à la production d'énergie permet aux eucaryotes primitifs d'éviter ce problème. Leurs mitochondries leur permettent d'investir énormément d'énergie dans des compartiments, des organites ou dans des protéines qui n'auraient jamais pu voir le jour avant. Grâce à cette abondance d'énergie qu'elles produisent, les mitochondries permettent aussi à d'autres bactéries endosymbiotiques de s'incruster, comme les algues qui deviendront plus tard les chloroplastes des plantes. Bref, cet événement d'endosymbiose primordial a effectivement changé la surface de la planète en créant les forêts, les savanes et tous les trucs complexes qui sont dedans. Et ce qui est dingue, c'est que ça n'a eu lieu qu'une fois en 4 milliards d'années d'évolution. Alors, la vie serait-elle la même sur une planète identique à la nôtre? Eh ben... oui. Certaines contraintes vont probablement pousser les organismes vers les mêmes solutions. Par exemple, il est fort possible que si on trouve de la vie sur Encelade ou sur Europe, elle se présente sous la forme de petites unités sphériques, parce que c'est une géométrie de moindre énergie, et plutôt petite, parce que à moins d'avoir des petites centrales internes comme les mitochondries, grossir coûte très cher. Et elles auront sans doute un support d'information sur un cristal analogue à notre ADN, qui aura sans doute un codage assez semblable entre elles, parce que ça permet de s'échanger des informations. Mais on peut aussi se dire que, comme pas mal de ces trucs-là que je viens de citer ne sont arrivés qu'une fois chez nous, comme la vie, le code génétique ou l'endosymbiose, c'est que ce sont des événements très rares. Et j'avoue que j'aimais beaucoup cette idée, parce qu'elle est très poétique et que ça nous rend vraiment uniques. Nous serions collectivement des miracles, des improbabilités cosmiques magnifiques. Enfin ouais, ça c'était jusqu'à ce que je tombe sur un article écrit par un biologiste néerlandais, dont je vais vous épargner la prononciation, qui a un peu changé mon opinion sur le sujet. Il fait la liste d'autres traits considérés comme des singularités biologiques, et il remarque qu'ils ont en moyenne 1 milliard d'années, qu'ils sont donc extrêmement anciens. Il fait alors l'argument suivant. Pour réfléchir à notre passé évolutif, nous n'avons sous la main qu'un texte à trous. Les biologistes actuels ne peuvent étudier que les espèces qui ont survécu jusqu'ici, ou celles qui ont laissé des fossiles. Comme les mitochondries et le code génétique ne laissent pas de traces dans la roche, il ne reste donc que les espèces vivantes pour étudier le passé. Or, celles-ci ne représentent qu'un échantillon de ce qui a déjà vécu, et si on a l'impression que les traits uniques qu'elles portent ne sont apparus qu'une fois, c'est peut-être tout simplement parce que les autres occurrences ont depuis longtemps disparu. Les mitochondries alternatives, les codes génétiques complètement différents, oubliés depuis des milliards d'années. Bref, en parlant de singularité, on mesure peut-être notre ignorance, et comme le dit très bien l'auteur, leur apparente unicité n'est peut-être que le reflet de leur ancienneté. Pas d'accident cosmique, juste des conditions initiales qui ont fixé les règles du jeu pour les milliards d'années suivantes. Peut-être. Alors, la vie serait-elle la même sur une planète identique à la nôtre? Eh ben... oui. Non. Merci d'avoir regardé ce double épisode jusqu'au bout. Comme je le disais dans le premier volet, c'était une sorte de chapitre que j'ai pas pu mettre dans mon dernier livre, faute de place, donc voilà, c'est cadeau. C'est pour vous. C'est ça l'esprit de Noël. Si le bouquin vous intéresse, il est toujours dispo chez vos libraires indépendants ou vos méga corporations préférées. Les liens sont dans la description. Et maintenant, c'est le moment du sponsor. Cet épisode a été financé par NordVPN, que vous connaissez depuis peut-être un petit bout de temps maintenant, non? Non. Bon, je vais vous expliquer, y a pas de souci, non mais vraiment, non mais ça me fait plaisir, mais n'insistez pas, allez d'accord, c'est bon, je le fais. Le point fort de ce service réside, à mon avis, dans le fait qu'il enlève les frontières sur internet, tout simplement. Prenons unox.com, par exemple, un site qui vous permet de voir quel film vous ratez avec votre abonnement Netflix France. Bon, admettons que je veuille me mater un bon film de famille pour Noël avec mes neveux et nièces de 5 ans, Old Boy, ouais, parfait, exactement, c'est le bon mood. Mais le problème, c'est que Old Boy n'est dispo que en Corée. Alors que si vous chopez un abonnement NordVPN, avec l'adresse nordvpn.com/dirtybiology, paf, vous pouvez vous mater ce film de bonne humeur sur 6 dispositifs différents, pour toute la famille. Voilà, donc nordvpn.com/dirtybiology, c'est satisfait ou remboursé, donc si jamais vous n'aimez pas le cinéma coréen, c'est pas très grave. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, et on se voit très vite pour la prochaine vidéo. À toutes! She